Salut. Le petit topo du début, nous, on est Friends of Figma, on n'est pas Figma, donc on ne pourra pas vous faire des prix sur les pins, désolé, mais vous pouvez nous contacter si vous souhaitez mettre en place des events et partager des sujets à la communauté. À Friends of Figma Paris, on est 3. Il y a Hugo qui est là aujourd'hui, qui est DesignOps chez Canal. Il y a un autre Hugo qui n'est hélas pas là aujourd'hui et moi qui suis manager chez C1 et j'en profite pour, vous pousser une annonce. On a un nouveau poste qui est ouvert en fait dans l'équipe. C'est une super équipe, très subjectivement, donc n'hésitez pas à candidater. On fait un event mercredi prochain, le soir. C'est un event en présentiel, c'est suffisamment rare en ce moment pour être noté. Hélas pour vous, à moins qu'il y en ait des heureux qui ont pu, s'inscrire à temps, il est déjà complet. Mais on pense que ce sera top, ce sera sur l'UX Research. Cette session est enregistrée, vous pourrez la retrouver, plus tard. Utilisez FigJam pour poser vos questions. Donc il y a un lien dans le chat, vous pouvez accéder à ce FigJam et là, il y a plusieurs sections. Il y a une section dédiée aux questions qui est ici. Vous posez vos questions et vous pouvez les upvoter avec un pouce si jamais c'est des questions qui vous intéressent. On y répondra à la fin de la presse. Vous pouvez mettre des photos. Moi, je n'ai pas encore fait, je suis un mauvais élève. Si jamais vous avez des ressources à partager en lien avec l'event, c'est ici. Des suggestions pour Friends of Figma Paris, c'est ici. Et surtout, répondez à la question posée par Kirk. Dites-nous en plus sur votre métier. Donc, il y a une section sur votre métier, sur est-ce que c'est en interne ou en consultant, et est-ce que vous êtes en remote, présentiel et en hybride. Je pense que c'est tout pour notre intro Friends of Figma. On va passer donc à l'event Figma FigJam, le combo parfait pour une stratégie DynamOps optimale avec Tristan et Augustin. Je vous laisse la main, messieurs. Yes, merci Yes, beaucoup. Bonjour à tous. Très content d'être sur ce live aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Hop. Du coup, on s'est joué aussi de faire une petite presse directement sur FitJam. Comme ça allait être plus sympa. On allait rester in-app. Vous voyez bien mon écran? Ah ouais, c'est bon, je pense qu'on le voit bien. Bon, ouais, super. Je sais Ouais. pas, j'ai cru apercevoir, voilà, je voulais voir un peu en live les résultats, mais on a du coup pas mal de product designers, UX designers. Ça ne m'étonne pas hein, au vu des sujets du jour, mais ça va être intéressant aussi de discuter, pourquoi pas, avec un chef d'entreprise. Et c'est hyper intéressant que ça sera hybride sur la partie in-app produit et consultant freelance, parce que là aussi, on a des sujets qui peuvent parler aux deux en tant qu'agence. Et donc, on a pas mal aussi remote, hybride, etc. Donc, c'est pas mal. Ça va, en tout cas, c'est en lien avec ce qu'on souhaite vous présenter et vous proposer aujourd'hui. Du coup, voilà un peu la board qu'on va, en overview, qu'on va vous présenter aujourd'hui et qu'on va même vous partager. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait mettre quelques petits éléments de contexte. Alors, n'hésitez pas en audio à me dire si jamais je bouge trop la souris et la board parce que ça peut vite devenir épileptique. Donc, pour vous parler un peu de nous, et après on rentre dans le vif du sujet, Kirk, c'est une agence qui a 10 ans maintenant, une agence de stratégie UX Product Design. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est spécialisé en conception de produits SaaS. Ce qui nous anime, c'est vraiment la conception de produits où il y a des gros enjeux utilisateurs. Ça peut être des SaaS, des espaces clients, des tunnels de conversion, tout ce qui va demander en amont de la recherche, donc aller à la rencontre des utilisateurs. Et après, bien sûr, une grosse partie de design qui va permettre de rendre le produit mémorable et surtout de pouvoir mettre à l'échelle, scale, comme on dit, de la manière la plus simple et évolutive possible. Donc moi, je suis Tristan, cofondateur de l'agence. J'ai une casquette plutôt UX et product stratégiste. Donc c'est pour ça que moi, je vais vous présenter les livrables DesignOps, StratOps qu'on a en début de projet. Donc en général, je suis la personne qui réunit un peu tout le monde autour de la table au niveau des équipes business. Et puis je travaille aussi pas mal avec les utilisateurs du coup sur la partie Discovery. Et je suis souvent accompagné d'Augustin à qui je donne le bébé. Je te laisse te présenter Yes. rapidement. Yes, ça marche. Je suis désolé, on me voit pas trop. Il y a un contre-jour, mais bon, Ah, c'est pas très grave. Donc ouais, donc moi c'est Augustin. Donc moi je suis Head of Design, Design Ops et formateur chez Kirk. Donc c'est vrai qu'à ce titre, comme l'a dit Tristan, donc moi j'arrive un peu après donc la phase de découverte.
donc plutôt dans la phase de product design un peu pure. Et là aussi, j'ai un peu deux casquettes. J'ai une casquette lead designer, donc sur certains projets que je partage avec ma collègue Alison, qui est là, qui nous regarde aussi. Donc ça va être vraiment chapeauter les projets, faire du contrôle qualité, de la gestion de projet aussi. Mais je suis aussi product designer, c'est-à-dire que je garde entre guillemets les mains dans le cambouis, ce qui me permet du coup d'être entre guillemets plutôt légitime sur mon deuxième rôle, qui est celui de design ops. Donc je partage avec Tristan, hein, bien sûr, parce que bon, c'est quand même des décisions stratégiques, donc c'est important, mais voilà, donc je mène aussi des réflexions sur le design ops au sein de l'agence. Et du coup, je suis aussi formateur, parce qu'on est organisme de formation. Donc, je vais donner des formations aussi, donc essentiellement sur Figma, voilà, pour des gens qui souhaitent se former à Figma. On a aussi cette formule-là que j'assure. Voilà, Exactement. je te laisse reprendre la main. Yes, merci pour la presse, Luis. Vous allez voir qu'on a bien timé aujourd'hui. D'ailleurs, on va utiliser le compte à rebours après quand je vais Oui, lancer j'ai oublié le de le lancer. workflow. Non, mais là, je pense qu'on est dans les temps, donc on va pouvoir prendre le temps un peu de mettre un peu de contexte. Et après, on a vraiment envie d'essayer de tout vous présenter et puis de vous laisser un vrai moment pour questionner. Comme ça, c'est plus sympa, il y a un petit peu plus d'interaction. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en amont d'ailleurs. Pour vous donner le pourquoi aussi de ce sujet aujourd'hui, c'est que chez Kirk, on travaille avec des porteurs de projets, donc sur des founders qui conçoivent des produits. On est avec des équipes produits qui sont plutôt donc des PME, des scale-up. On travaille avec des directions marketing dans des boîtes plutôt grands comptes. Donc, on a une espèce de panorama du produit et du marché français qui est assez large et qui nous permet en fait de nous poser des questions en permanence sur comment en fait proposer une méthode qui soit la plus performante possible en fonction des projets. Et c'est là où c'est intéressant en fait de discuter aujourd'hui. Et bien sûr, on met un point d'honneur à fond depuis plusieurs années à être vraiment dev-friendly, à préparer le end-off et à faire en sorte que tout soit le plus fluide. Et on aime vraiment entendre des devs qui nous disent « Putain, c'était génial de bosser avec Kirk, ils sont vraiment mis à notre place et ils ont pris en compte nos besoins. » Donc, tout ça, en fait, fait clairement partie du Design Ops selon nous et on va vous montrer un peu comment on le prépare tout ça. Donc, je vais passer rapidement sur les casquettes. C'est assez classique si on a du product designer, etc. Enfin, j'ai vu qu'on était quand même entre gens du métier, donc je ne vais pas vous résumer ce qui compose une agence UX et product design. Ce qui est intéressant, en tout cas, le prisme sur lequel on a voulu prendre ce petit event, c'est de se dire qu'en fait, pour créer et optimiser le design ops, selon les agences, les freelances, les équipes produits, tout le monde aura une conception et une méthode qui est différente. Par contre, je pense qu'on a tous le même réflexe, c'est de partir un peu comme on partirait en discovery avec des utilisateurs, de partir des points de douleur, de se poser la question avec ses collaborateurs, avec ses clients et même avec ses partenaires, type agence de dev, etc., etc. Qu'est-ce qui en fait nous embête au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, et quels sont donc ces points de douleur, comment on peut y répondre en termes de besoins, comment on peut solutionner tout ça. Et quand on parle de stratégie opérationnelle, c'est donc très lié au design ops, c'est avec ça que derrière on peut proposer des livrables qui vont performer. Donc nous, c'est quelque chose qu'on travaille et vraiment on a la méthode, c'est le ciment de notre agence depuis toujours, et c'est quelque chose sur lequel on a mis un mot et sur lequel on s'est beaucoup inspiré des travaux, notamment aux US, depuis 2020. Et forcément, l'époque Covid, le remote, etc., a énormément accéléré les choses. Et donc, du FitJam, du Figma, les outils évoluants, tout ça l'a encore plus accéléré. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le zoom sur la board est suffisant? C'est pas trop petit au niveau du chat? Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. C'est OK. Pas mal. Bon, super. Écoutez, moi, je vais me timer à 13 minutes pour ma partie. Vous découvrez en fait là un schéma de la méthode Kirk, donc, qui a évolué année après année et sur lequel, voilà, en permanence avec Augustin, à la semaine, au mois, on se fait des points et on se dit, voilà, comment on peut avoir un vocabulaire qui parle auprès de nos clients, comment on peut avoir quelque chose de ultra fluide entre les collaborateurs, comment on peut rester dans les temps qu'on a vendus au niveau des projets qu'on livre, etc., etc. Et ce que vous avez là sous les yeux, voilà, c'est issu de plusieurs années de réflexion. Et on sait très bien que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, ces choses vont évoluer. Elles n'auront potentiellement pas le même nom, pas la même forme et pas les mêmes livrables à l'intérieur. Mais c'est ça qui est génial, c'est de se reposer des questions en permanence et d'essayer de faire quelque chose le plus solide possible. Je vais lancer le chrono. Comme ça, je suis sûr de ne pas être trop bavard. Tac, ça se met en haut. Alors, on pourra parler un peu FitJam et tout après. Hein. Là, je vais rentrer tout de suite dans le livrable, mais forcément, c'est un outil qui nous a aidé beaucoup.
Donc, sur nos différentes étapes, on va avoir la découverte, la priorisation, le prototype et le test et la systémisation. Je vais commencer à vous parler de découverte, qui est en fait la partie cartographie des besoins, détection des opportunités. On va travailler avec les parties business d'un produit, mais on va aussi travailler du coup avec les utilisateurs. J'ai vu qu'il y avait des freelances, des personnes en agence, etc. Donc, je vous montrerai un canevas, qui est un canevas qu'on utilise en avant-projet, qui est une sorte d'aide à la consolidation, de prise de brief. Je le mets de côté et si ça intéresse des gens dans le chat, on en parlera à la fin. Je vais tout de suite du coup rentrer dans la partie découverte ce dont je vous parlais en fait, qui est tout simplement apprendre à rencontrer les parties business, vos collaborateurs, ceux avec qui vous allez travailler sur la mission, mais aussi vos utilisateurs. Et j'ai fait un post d'ailleurs il y a quelques jours qui a plutôt bien marché, qui parlait justement de la première étape chez nous, qui est le kick-off. Un kick-off qu'on a vraiment essayé on a essayé de ramener un peu ces lettres de noblesse, qui est quand même le starting d'un projet. Tout le monde se re-rencontre ou se rencontre pour la première fois. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir s'appréhender, comprendre la psychologie des uns et des autres et surtout de sortir de ce premier kick-off avec quelque chose de formalisé et qui va nous aider à performer un projet. Donc là, vous avez en fait un canevas qu'on a conçu en fait et qui est un peu la première étape de notre Field Design Ops chez Kirk, qui est tout simplement un atelier qu'on va faire sur FigJam où tous les parties prenantes, donc nous on est une agence pour rappel, donc il va y avoir nos clients, il va y avoir nos partenaires qui sont des agences de dev, donc vous pouvez être en équipe produit et vous dire tout simplement que c'est les différents profils qui seront présents lors d'un projet, d'une nouvelle fonctionnalité, de quelque chose que vous avez roadmappé, de peut-être des nouveaux participants qui sont à onboarder et c'est un canevas qui fonctionne très bien. Et pourquoi on souhaite faire un atelier pour un kick-off et que ça ne soit pas juste une visio où on se regarde dans le blanc des yeux, on dit les choses et au final on en ressort sans vraiment d'engagement, c'est parce qu'on va vraiment chercher à ce que chacun s'exprime, les plus timides, les plus bavards aussi, mais dans un cadre bien, bien défini. Donc tout ça, ça va passer par des règles essentielles pour cadrer un projet que chacun puisse s'exprimer. Ça va être le fait d'expliquer pour chacun pourquoi il est sur le projet, quel est son objectif, quel est son objectif métier. Et déjà, en posant ces choses-là, chacun va comprendre pourquoi tel corps peut être tiré d'un côté ou de l'autre et va pouvoir justement commencer à créer des synergies. Autre chose très importante, on en parlait, on est des designers, on aime quelque part les problèmes pour les résoudre et si on peut les avoir en avance, c'est encore mieux. Chercher à comprendre ce qui pourrait ralentir un projet sur un kick-off, c'est hyper important. Alors, faire formaliser les gens pour qu'ils le disent, vous imaginez que c'est un super moyen de starter un projet. Donc, tout simplement, vous, en tant que designer, vous allez dire que, par exemple, une personne qui est là par intermittence sur un projet peut mettre en échec un projet. Des personnes qui ne donnent pas des retours assez précis avec une seule source de vérité peuvent mettre en échec un projet. Tout ça, ça va permettre à tout le monde de prendre la parole et d'expliquer comment un projet pourrait être ralenti. Et donc, on va faire en sorte de tout faire à l'inverse. Derrière, ce qui est intéressant, c'est aussi de creuser ce qu'on aimerait à la fin d'une mission, d'une mise en prod ou d'une release, ce qu'on aimerait que les utilisateurs disent. Tout ça, c'est un cap à suivre. C'est en quelque sorte l'objectif qu'on a tous en commun et c'est super important de se dire, voilà, j'aimerais que les utilisateurs, après la refonte ou la création de telle chose, disent ça de mon produit. Et en général, on termine cet atelier par une sorte de mini icebreaker. Ça permet pour les gens qui ne se connaissent pas de peut-être un peu plus simplifier la rencontre. Et puis aussi, encore une fois, remettre un petit élan de motivation. Et ça passe par soit raconter le sens d'un projet, soit raconter une anecdote. Il y a plein d'icebreakers aujourd'hui sur le net à trouver, à travailler. Il y a plein de frameworks. L'idée, en tout cas, c'est un peu de délier les langues et d'essayer de trouver un truc cool. On essaie de trouver aussi un icebreaker où on sait que ça va correspondre à toutes les personnes présentes sur cet atelier. Donc voilà, vous pourrez accéder à la board derrière, voir en détail les différentes questions et les différentes réponses qu'on trouve dans un canevas. Ce qu'il faut que vous retenez, c'est qu'un kick-off, ça peut vous permettre de mettre un projet sur les bons rails et de vraiment faire performer et de collaborer les gens dès la première heure. L'autre canevas qu'on voulait vous présenter, toujours pareil, lié à notre stratégie Design Ops, quelque chose qu'on fait beaucoup. Alors là, vous voyez, il est un petit peu plus imposant, un petit peu plus long. Ça va parler à beaucoup de designers. C'est ce qui va être lié aux utilisateurs et beaucoup à ce qui est le journey mapping. Sauf que là, on va le faire avant de rentrer dans un esprit de recherche, de discovery, c'est-à-dire avant de rencontrer les utilisateurs. On va être sur un mode empathique. Et donc là, que vous soyez une agence ou un free qui travaillait avec des clients ou que vous soyez un designer dans une équipe produit qui allait devoir travailler avec vos collaborateurs,
Vous devez rentrer en empathie avec vos équipes et donc comprendre un peu à qui vous allez avoir affaire. Et là, tout simplement, c'est des séries d'exercices, là aussi, qu'on a fait évoluer, qu'on a conçu pour nos besoins et qu'on a aussi tellement testé qu'on a compris que ça fonctionnait, surtout avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui et c'est pour ça qu'on les affine un petit peu de temps en temps, mais qui continuent à bien fonctionner. L'objectif, en fait, ça va être, sur un premier exercice, de comprendre déjà quels sont les utilisateurs, mais avec les mots des personnes qui participent, de manière très simple. Ça peut être juste de donner une tranche d'âge, de donner les humeurs qu'ils peuvent avoir, leurs habitudes, etc. On est quelque part dans une sorte de quick persona, mais qu'on ne va pas chercher à formaliser derrière. Ça vous permet juste, en tant que designer derrière, en tant qu'équipe de design, d'être sûr d'avoir bien compris quelles sont les différentes typologies de personas sur un projet et quelles pourraient être en fait leurs caractéristiques démographiques, quel serait ce qu'ils pensent, etc. On est vraiment très proche de ce qui pourrait être un persona formalisé, mais là, on est dans un exercice très ouvert qui va permettre un peu de délier les langues. Et donc, la suite à tout ça, quand vous avez un peu interrogé les parties prenantes sur leur connaissance métier, sur leur connaissance qu'elles ont des utilisateurs, là, derrière, on va chercher à mapper tout ça. Donc là, c'est très important quand on est designer, quand on cherche à trouver des solutions, à mapper ça sur ce qu'on appelle des journey maps. Alors, il y a de tout en termes de livrables en fonction des différentes phases. On va avoir des user journey, des journey maps, des experience maps. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pour vous, l'intérêt, et pour nous, surtout l'intérêt, ça va être de comprendre pour les différents utilisateurs qui sont mappés sur la gauche. Alors là, on voit qu'on a des salariés, tous les utilisateurs, des DRH. Je ne rentre pas dans la logique de l'exemple que je vous donne là, enfin pour qui on a travaillé sur cet exemple-là. Je vous donne déjà les grandes caractéristiques Canva et vous nous poserez vos questions derrière. Donc, on va chercher à comprendre qui sont les utilisateurs. Surtout, ce qui est hyper important, c'est quelles sont leurs différentes séquences temporelles. Là, on voit que pour un utilisateur, il va d'abord se connecter, passer par l'accueil, faire de la recherche, des résultats de recherche, etc., etc. Ce qui est hyper important pour se projeter en fait sur le contexte d'utilisation d'un utilisateur. Et derrière, en fait, on va poster des post-it de différentes couleurs. Et ça, en fait, c'est les équipes participantes. C'est ceux qui ont la connaissance métier qui vont y participer. Et qui, par exemple, par le biais de post-it rouges, vont nous transmettre tout ce qui poserait problème dans l'expérience, alors qu'elle soit en ligne, en physique, etc. Par le biais de post-it verts, ce qui aujourd'hui enchante les utilisateurs, donc ce qui fonctionne bien. Et par le biais des post-it bleus, les questionnements qu'ils ont, à savoir, ils ne savent pas si c'est bien ou pas bien, mais ils veulent nous transmettre une information. Et donc ça, c'est génial en tant que designer pour commencer à dresser en fait les différents points de friction qui vont nous permettre forcément derrière de trouver des solutions. Parce que pour rappel, notre boulot, c'est de rendre l'expérience la plus mémorable possible, comprendre les besoins et trouver les réponses en termes de design d'interface qui soient les plus efficientes et les plus utilisables possibles pour vos utilisateurs, pour nos utilisateurs. En tout cas, ceux d'un produit. Donc voilà, là, si je dézoome, vous voyez que ça peut être assez balèze, mais c'est un essentiel et je le constate en discutant avec pas mal de PM, de product designers, c'est quand même quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui dans les équipes produits françaises. Donc voilà, on ne peut pas se passer de ça sur un modèle, sur un mode empathique. Alors là, on a été obligé de vous mettre un petit exercice. Il faut savoir qu'on en a plein pour travailler sur ce mode empathique qui nous permettent en fait de défricher et surtout de se dire OK, quelle est la connaissance métier qu'ont les gens qui vont travailler avec moi et surtout, moi, designer, comment je fais pour monter en compétence le plus rapidement possible sur ces sujets. Alors ça, en mode agence et freelance, c'est des choses qui sont essentielles. Et donc, c'est là où des canevas comme ça fonctionne à fond. Sur des modèles où, effectivement, vous êtes PM, product designer, vous êtes déjà bien installé dans une équipe produit qui connaît bien son produit, c'est des choses qu'on va faire peut-être un petit peu moins régulièrement et qui vont par contre évoluer au fil des mois. En tout cas, vous avez vu là la partie où on travaille avec des collaborateurs business, etc. Bien sûr, il faut aller ensuite confronter ça avec les utilisateurs. Comprendre le terrain, et ça se passe par le biais d'interviews si le produit n'existe pas. Ça peut se passer par le biais de tests utilisateurs sur un produit concurrent ou même sur votre produit existant. Le but, ça va être de recueillir de la donnée utilisateur et donc de confirmer, infirmer, comprendre par rapport à ce qui avait été dit et les croyances qu'avaient les équipes, les choses que vous avez travaillées sur la partie d'avant. Mais surtout, commencer à amasser un maximum de données utilisateurs pour qu'encore une fois, en tant que designer, à partir des ateliers business et des réponses utilisateurs que vous avez eues, vous puissiez passer en phase de ce qu'on appelle priorisation
et commencer à dresser les premiers jalons de votre produit, votre roadmap et comment tout ça va s'orchestrer et faire en sorte qu'il y ait une expérience mémorable. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas les outils avec lesquels on travaille pour faire de la recherche. On travaille notamment avec Odaptos pour tout ce qui est test utilisateur à distance. Il y a de l'IA intégrée qui nous permet de gagner un temps fou. On a Notion, où on a créé un research repository qui nous permet en fait de stocker toute la donnée de recherche pour nos clients et puis jouer avec, la rendre dynamique, etc. Et tout ça, en fait, c'est un peu à l'extérieur de FigJam et Figma. On s'est dit que ça allait être compliqué de vous le présenter aujourd'hui. Ça pourrait faire l'objet de questions à la fin du webinaire ou d'un prochain sujet de webinaire. Mais voilà, en tout cas, sur cette phase de découverte, si je dézoome, vous voyez déjà le premier jalon qui, en tant que designer, même en tant que UX stratégiste, va nous permettre de vraiment se poser les bonnes questions, formaliser un maximum de choses et surtout se baser sur de la donnée tangible pour ne pas se foirer sur ce qui pourrait être conçu. Donc là, je vous ai montré la première séquence de notre workflow, c'est la partie donc découverte. Et on va passer en phase de priorisation qui va être prise en charge par notre ami Augustin. Donc, Yes. je vois qu'il y a des curseurs dans tous les sens. Il me reste une petite minute 28, je suis même en avance. Je vois qu'il y a des curseurs dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc, surtout, notez bien vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Mais voilà, tout ça c'est accessible. Et puis, vous pourrez justement l'utiliser et le modifier à votre guise. Augustin, je te laisse prendre la main. Ouais, je veux bien que tu arrêtes ton partage. À la limite, je vais partager le mien d'écran. Hop. Je vais partager toute ma fenêtre. Ouais, voilà, c'est celle-ci. Hop là. Ouais, du coup, je pense que vous voyez bien mon écran là. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Yes. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plein de curseurs. J'ai pris le soin de verrouiller, verrouiller nos éléments avant pour éviter des petits accidents. Alors, je vais arrêter ton timer. Ah bah, je voulais le faire si tu veux. Hop, vas-y. Ah, vas-y, non, vas-y, attends, je te laisse faire. Je te laisse faire. Yes, ça marche. Hop, je vais me mettre 13 minutes aussi sur ma partie. Donc ouais, effectivement, merci pour cette première partie. Donc ouais, moi je vais vous parler en fait de la suite un peu de notre workflow. Donc qui effectivement me concerne beaucoup plus au niveau de mon métier. Du coup, je vais commencer par la phase de priorisation. Donc je vais y aller tout de suite. Donc c'est ici. Donc cette phase de priorisation, donc Tristan vous en a un petit peu parlé, aussi. Là aussi, on va vous présenter des choses que normalement vous connaissez déjà. Ce qu'il est important de savoir, c'est que nous, c'est des livrables qu'on a beaucoup travaillé, qu'on s'est beaucoup approprié, justement pour essayer de répondre aux problématiques qu'on a pu rencontrer chez nous, mais pas que, hein, aussi chez les gens du métier avec qui on a pu discuter de ça. Donc cette phase de priorisation, comme son nom l'indique, elle va permettre, alors déjà dans un premier temps, donc de préparer toute la phase de production, on va dire un peu classique, donc à savoir la production des maquettes graphiques, des wireframes, des prototypes, etc. Donc tout ce dont je vais vous parler par la suite. Mais c'est aussi une manière, et donc derrière aussi de prioriser forcément les chantiers. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ultime, mais il y a un sous-objectif qui est de préparer. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, le design, il commence directement à cette phase-là. Parce que les livrables donc, que je vais vous présenter, vous allez voir que en fait, ça nous permet déjà de structurer en fait, le futur produit qu'on va concevoir. Et donc, en fait, on est déjà en train de designer très concrètement, quoi. Et voilà, et surtout pour un des trois livrables que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y en a trois. Nous, donc il y a la journée mapping, donc qui fait vachement référence à ce que vous a présenté Tristan juste avant, parce que c'est un peu un miroir. Une arborescence, enfin l'arborescence, qu'on appelle aussi architecture de l'information, mais maintenant on utilise le terme arborescence qui est un peu plus grand public, et le design backlog, sur lequel je passerai un peu plus rapidement, puisque vous voyez, hein, là encore une fois, hein, c'est un petit peu comme pour la phase de recherche. Nous, en tout cas, on le fait sur Notion, ce livrable-là. Alors, en ce qui concerne la journée mapping. Donc la journée mapping,
Donc c'est notre livrable le plus simple, vraiment en termes, enfin, voilà, dire au niveau de ce qu'il contient et de ce qui sert en termes d'objectifs. On peut user de journée, hein, ouais, vous voyez, et ça peut faire référence aussi au service blueprint, etc. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. En fait, l'objectif, ça va être, contrairement à l'empathy map qu'on va avoir donc pendant la phase de découverte, ici, là, l'objectif, ça va être de se projeter dans la solution et en fait de penser l'expérience idéale pour l'utilisateur, justement en opposition aux pain points qu'on a pu identifier et aussi pour répondre aussi aux points d'enchantement qu'on a pu identifier dans la phase de découverte. Et donc nous, comment on a fait pour construire au mieux donc ce parcours idéal, enfin ces parcours idéaux, en fait, c'est qu'on a apposé donc en face très concrètement ces informations et ces fonctionnalités qui vont constituer l'expérience idéale et du coup qui sont sous forme de post-it jaune juste en haut. En fait, ici, juste en dessous, on a remis en face donc tous les points de friction et tous les points d'enchantement qui ont été identifiés. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, très concrètement, l'objectif, ça va être de décrire donc les informations et les fonctionnalités qu'il va y avoir à terme dans le produit. Et donc du coup, la technique, hein, je pense que vous la connaissez, hein, c'est en tant que utilisateur, et derrière, on va être vraiment sur des verbes d'action. Donc, je visualise telle information. Je vais modifier tel ou tel contenu. Je vais télécharger tel ou tel fichier. On peut être aussi dans des termes qui sont très précis. Voilà, on est vraiment dans la solution. Voilà. Et donc, l'idée, c'est aussi de séquencer ces informations, ces fonctionnalités, donc soit en séquence, hein, comme je viens de le dire, ou soit en grande thématique, sachant que l'idée, bien évidemment, c'est de reprendre aussi les thématiques qu'on avait mis dans la phase de découverte. Mais ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que ces thématiques, elles vont pas forcément correspondre à des pages ou à des ensembles de pages réelles dans le produit. C'est plus un regroupement qui va nous permettre de comprendre l'expérience au global. Mais ça, justement, ça va être l'objectif du prochain livrable que je vais vous présenter, à savoir l'arborescence. Je vais me mettre tout de suite dessus. Donc l'arborescence ou donc architecture de l'information, vous voyez que déjà c'est un livrable qui est beaucoup plus complet. Déjà visuellement, ça n'a rien à voir, hein. On n'est plus sur des post-it, là on est vraiment sur de la représentation d'objets réels, d'objets concrets. Et en fait, son objectif, ça va être déjà dans un premier temps, donc il y a plusieurs sous-objectifs, mais le premier objectif, ça va être de lister exhaustivement, donc plutôt de mapper exhaustivement, donc toutes les pages du produit. Donc ça va se représenter de manière tout simple, hein. Vous voyez ici, là on reconnaît bien une page, donc avec la petite fenêtre du navigateur. Voilà, l'idée, ça va être de positionner donc sur cette carte donc toutes les pages, mais c'est pas que les pages en fait. Ça va être aussi des conteneurs un peu plus spécifiques comme des pop-ins, des modales, des panneaux latéraux qui vont venir un peu en superposition. Il y a des fois aussi on a besoin de les représenter dans ce genre de mapping. Et donc nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Je vais pas passer sur tous les éléments qu'on peut représenter dans ce genre de carte parce qu'en réalité il y en a beaucoup, hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments différents. Mais voilà, l'avantage, c'est vraiment d'avoir ce mapping global de toutes les pages, de tous les modules du produit. Mais il y a aussi un autre intérêt, en fait, c'est de représenter aussi tous les liens logiques qui vont exister entre ces pages et ces modules. Et donc, ils sont représentés sous la forme de ces petits traits ici que vous voyez là, tout simplement. Et l'avantage de cette représentation, c'est qu'en fait, on va pouvoir aussi faire figurer ici des conditions. Donc, c'est-à-dire que il y a des fois, par exemple, c'est le cas ici donc de ce parcours de création de compte, il va y avoir des conditions système qui font que l'utilisateur ne va pas forcément passer par toutes les pages. Et on peut le représenter grâce à ce système de points de décision. Donc là, c'est un point de décision système, mais ça peut être des points de décision utilisateurs aussi. C'est-à-dire que quand il y a un choix qui est proposé à l'utilisateur, on peut le faire figurer sur ce genre de schéma. Et vous voyez, du coup, c'est l'avantage, quoi. Et alors oui, du coup, le dernier point intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir aussi créer des grandes aires, des grandes zones fonctionnelles
et du coup identifier un peu ces grands objets fonctionnels du produit, ce qui va nous permettre derrière en fait, d'en déduire tout simplement les principes de navigation. Ça, c'est aussi un des gros avantages du produit. Voilà. Et enfin, le dernier point, alors qui est un petit peu transverse à la journée map et à l'arborescence, c'est forcément, hein, c'est un peu le but de cette phase-là. La priorisation, en fait, grâce à un système de tags, ces deux livrables nous permettent assez facilement de pouvoir venir noter les objets qu'on va devoir concevoir derrière dans la phase de production. Donc, vous voyez, grâce à un petit système de tag ici, qu'on a. Alors là, vous voyez, je l'ai mis sur l'arborescence, mais on peut le retrouver ici aussi sur la user journée. Hein, c'est exactement les mêmes. On va pouvoir comme ça commencer un petit peu à organiser cette phase de production. Alors juste une petite parenthèse sur l'aspect technique, hein, sur comment est-ce qu'on met en place cet outil-là. Donc là, ça c'est l'arborescence, c'est un livrable qui est vraiment à cheval entre Figma et FigJam. C'est-à-dire que tous ces éléments-là que vous voyez, ils n'existent pas nativement dans FigJam. Donc, alors on pourrait utiliser des formes, etc. Parce qu'on a par exemple le petit losange y est, on pourrait utiliser des rectangles, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que les clients avaient du mal avec en tout cas, avaient du mal à lire ce livrable-là avec des formes abstraites. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler un peu sur cette librairie sur une petite librairie qui nous permet de faire figurer les objets de manière un peu plus concrète comme ça. Et donc, très concrètement, donc si je déverrouille, hop, et que je rentre, par exemple ici, vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement des components Figma qu'on a créés à côté et qu'on est venu importer. Et derrière, vous voyez, en fait, on va pouvoir venir moduler comme ça notre livrable. Alors, un petit inconvénient de ça, c'est que toutes les instances qui sont présentes dans FigJam, le lien est rompu avec les composants d'origine. Ce qui est un petit peu dommage, notamment quand on souhaite mettre à jour un petit peu tout ça, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu le point noir de ça. Mais sinon, globalement, ça marche plutôt bien. Excusez-moi, j'avais un petit appel. Voilà pour ce qui est de l'arborescence. Donc, je vois que le temps passe. Donc, je vais vraiment passer très, très rapidement sur le design backlog. Bon, je pense que vous voyez bien l'objectif de ce livrable-là. Hein. C'est vraiment là, pour le coup, une fois qu'on a fait tout ce travail de priorisation, l'objectif, c'est vraiment de lister tout ça, de lister tous les éléments que l'on va devoir designer, les pages, les parcours, les composants et aussi leurs états, et derrière d'organiser la phase de production. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est que parce que apparemment il y a pas mal de designers qui travaillent en interne, donc plutôt dans des services de design en interne. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir un peu si vous utilisez vous plutôt, on va dire, des backlogs beaucoup plus classiques, hein, pas des design backlogs. Et si si vous êtes intégré un peu dans ce process-là, ou si c'est vraiment que les devs, voilà, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Donc je vois qu'il me reste 2 minutes, ça va être très très short, mais on va y arriver. De toute façon, on a beaucoup moins de choses à dire hein, sur la phase, on va dire, donc, que nous on appelle prototype et systémisation, donc qui sont vraiment la phase de production plus classique. Forcément, on a moins de choses à dire parce que notre seul recours en termes de design up, c'est utiliser Figma. Hein, c'est le meilleur outil pour faire ça, en tout cas à l'heure actuelle. Et voilà. Juste pour nous, on découpe cette phase toujours de la même manière hein, donc on a une première phase qui est le wireframing, où on va vraiment se concentrer sur la conception des interfaces. Hein. Donc sans penser en fait à leur aspect graphique. Alors je sais que c'est pas forcément une pratique qui est, c'est une pratique qui est quand même très bien répandue hein, quand même, mais je sais que voilà, dans certains cas, on peut être tenté de passer directement sur la partie maquette graphique. Nous, c'est vraiment un point d'honneur chez Kirk à travailler cette partie-là. Et d'ailleurs, pour gagner du temps, ça c'est un peu la petite reco, la petite astuce qu'on vous recommande. Nous, on s'est créé un kit, un UI kit vraiment dédié à cette partie-là, qui nous permet en fait d'accélérer sur cette partie-là. Et d'ailleurs, nous-mêmes, historiquement, chez Kirk, on avait même une phase avant, qu'on appelait le sketching, où vraiment on travaillait sur papier, donc avec un crayon.
Donc, vu qu'on est en full remote maintenant, c'est un peu plus compliqué à faire cette partie-là. Donc, on fait vraiment essentiellement du wireframing. Mais en fait, grâce à cette librairie, bah, en fait, on n'a pas perdu de temps non plus, quoi. Je passe vraiment rapidement sur la partie visual design, hein. Il y a nous, voilà, on utilise vraiment les fonctionnalités de Figma à fond, hein, que ce soit l'auto-layout, que ce soit les contraintes de redimensionnement, toutes ces choses-là, ça, ben voilà, on l'utilise à fond pour cette partie-là. Je me rajoute une petite minute, hein, je me permets. Sur la partie interaction design, ça, c'est une partie qui est vraiment beaucoup plus transverse, hein, au wireframing et au visual design. Bah, c'est le prototyping, hein, très concrètement. Sauf que voilà, chez Kirk, on va être amené à faire de l'interaction design, à la fois des fois sur une base de wireframe, mais des fois sur une base de visual design. En fait, ça va dépendre vraiment de la temporalité, de la typologie de projet, de ce sur quoi on travaille aussi, hein, du sujet en question. Juste une petite reco là-dessus, c'est que nous, chez Kirk, pendant un temps, on faisait beaucoup de prototyping très avancé. On utilisait Axure notamment, donc un super outil pour ça, avec des conditions, des variables. Enfin, vraiment, on poussait vraiment le prototype à fond, à tel point que des fois, il y a nos clients qui disaient, mais en fait, vous avez intégré le produit, c'est bon, on n'a plus rien à faire en front. Alors que non, en fait, c'était un prototype. En vrai, on a perdu beaucoup de temps sur ça, ce qui fait que maintenant, nous, en fait, on fait que du prototyping simple dans Figma. Et en fait, c'est largement suffisant pour couvrir les besoins. Donc vraiment, notre reco, c'est tenez-vous-en à Figma, c'est largement suffisant. Voilà. Et pour ce qui est du design system, bah pareil, hein, je vais passer. Figma, c'est le meilleur outil pour faire des design systems, en tout cas sur la partie design. Donc voilà, encore une fois, notre reco, c'est utiliser Figma, quoi. Voilà, j'ai été un poil plus long, mais Ah bah, ça je m'en va. sors plutôt pas mal quand même. Ça Ouais, va. mais ouais, non, franchement, on est pas mal, hein. Euh, Euh, je te laisse reprendre la main peut-être, Tristan. ouais, carrément. Hop, partager mon écran, fenêtre. Je vais reprendre un peu de hauteur avant de finaliser un peu la présentation du workflow. Vous voyez bien mon écran là? Yes. Super. Hop. Allez, moi je vais me mettre. On a bien jusqu'à 13, hein? 13 heures. Oui, oui. Super. Je vais mettre, allez, je vais mettre 5 minutes le temps de juste de finaliser un peu l'overview et présenter le dernier doc. Donc là, voilà, ce qui est hyper intéressant en termes de workflow que vous pouvez reprendre en main, adapter, qui, on le sait, ne sera jamais le même dans les différentes boîtes, etc. Parce qu'il y a des affinités, des choses qui marchent mieux que d'autres, etc. C'est vraiment de comprendre, voilà, qu'on passe par ce workflow-là à chaque fois et qui vraiment nous facilite les choses et on s'en rend compte parce que on travaille on travaille avec beaucoup de nouveaux clients et du coup, bah, c'est ça aussi où on peut tester et on peut comprendre est-ce qu'un workflow est performant. Donc voilà, on part à la découverte des utilisateurs, on rencontre les personnes du business, on priorise tout ça, on établit une roadmap très claire, c'est-à-dire à court terme, moyen et long terme, et puis surtout basé sur des vraies données tangibles. Derrière, on va prototyper, donc tout ça, ça se passe bien sûr dans Figma et on va passer par différentes phases très pragmatiques. Surtout, on ne va pas avancer trop vite pour ne pas se risquer à se prendre un badge sur on n'avait pas prévu ça, donc faites-le plutôt comme ça. Donc, on va vraiment découper en wireframe, visual design, etc. On va aller retester nos interfaces. L'idée, c'est vraiment de confirmer que les hypothèses qu'on a eues en amont sont comprises par les utilisateurs. Et derrière, on va rentrer justement en systémisation qui va nous permettre tout simplement de initier des design systems, créer des guidelines qui vont avec, des playbooks, etc., mais qui vont permettre en fait de scale un écosystème produit. Donc ça couvre le workflow Kirk, le workflow en mode agence, où on est sur des typologies de projets qui durent en général entre 1 mois et demi et 3 mois sur des grosses refontes. Et ce qui a vraiment fait ses preuves. Et avant de conclure, en tout cas, ce que nous, on fait maintenant à chaque fin de projet, si possible avec les clients, à minima entre nous, et ce qu'on avait perdu un peu de vue il y a quelques mois, années. Et pareil, en discutant avec pas mal de PM, etc., je me rends compte que ce n'est pas un réflexe dans toutes les boîtes. Il faut absolument faire des rétrospectives projets.
pour créer et optimiser une stratégie DesignOps, et d'ailleurs n'importe quoi dans une boîte, il faut faire exactement ce qu'on applique quand on va à la rencontre de nos utilisateurs. Il faut aller rencontrer ses collaborateurs, il faut aller rencontrer ses clients et travailler au maximum sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été durant une phase, une mission, une temporalité. Donc tout simplement, notre Canva, il reprend les grands classiques de la rétrospective. L'idée, justement, c'est qu'il faut que ça reste très simple. Si on est avec des canevas complexes, des jeux, j'ai vu qu'il y avait j'avais vu des rétrospectives en mode super-héros, machin et tout. Il faut que ça reste simple. Post-it, avatar, je prends quelques minutes pour donner mon avis et derrière chercher des solutions. En tout cas, nous, c'est ce qui performe et c'est ce qui nous permet de créer de la récurrence. Tout ce qu'on va chercher à comprendre quand on fait un bilan, c'est surtout ce qui a ralenti le projet, comprendre où étaient les problèmes, pourquoi peut-être telle ou telle personne travaille moins bien ensemble, quel était le livrable qui n'était pas assez compris, etc. Ce qui carrément était inutile, peut-être qu'on n'arrête pas de répéter quelque chose et que là, il faut se le dire, ça nous a fait perdre beaucoup de temps ou ça nous a vraiment bloqué le projet et ça, il faut le dire. Et aussi, ce qui est quand même important, c'est de finir sur une note positive où tout ce qui peut être bien pris et faire avancer les choses et aussi clôturer le projet avec quelque chose de bienveillant doit être formalisé et signifié. Après, vous vous en doutez, encore une fois, designer, problème, solution, c'est forcément les post-it rouges qui vont pas mal nous intéresser, même si on garde beaucoup les post-it tête en vert, les post-it verts en tête, pardon. Et du coup, on va tout simplement réunir ces post-it, se poser la question à partir des problématiques que nous avons identifiées, donc par exemple, manque d'un rôle clair du PO, on allait trop vite, on est passé au visual design avant d'avoir validé le wireframe, client très occupé, compliqué d'avoir des validations. Donc, vous voyez, c'est des choses assez communes et je pense qu'on a tous, qu'on soit en agence free ou en équipe produit, remplacer le mot client par collaborateur et vous avez le même constat. Derrière, en tout cas, l'idée, c'est de trouver des solutions à partir de ces problèmes. Donc, ça peut être des solutions en termes de documentation, de livrables, ça peut être des choses à automatiser, envoyer des mails en amont, en après, etc. On va en fait phosphorer à plusieurs, en tout cas tous les participants du projet, à savoir là, c'était Tristan, Augustin, Alison et Léria, et donner des solutions. Donc, c'est les solutions que vous voyez en jaune. Et donc, à partir de tout ça, on va se dire qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui peut ramener un maximum, un gain d'expérience pour un coût le plus faible possible. Et là, ça se passe pour le dernier Canva. Je me rajoute une petite minute sur le dernier framework que vous connaissez peut-être, où en clair, on va croiser l'impact en termes d'expérience que ça pourrait amener sur les prochains projets, VS, l'effort que ça demanderait. Donc, à savoir, plus je suis haut, plus je vais amener d'impact, plus je suis à gauche, moins ça va me coûter en termes d'effort, de production, etc. Donc, tout ce qui est dans cette zone en haut à gauche me permet de me dire que sur les prochains projets et les prochaines semaines, il faut absolument qu'on réfléchisse à mettre en place les solutions qu'on aura imaginées. Et encore une fois, ça passe par plein de choses. C'est comme une roadmap fonctionnelle. Parfois, on peut s'imaginer des montagnes en termes de fonctionnalité pour répondre aux besoins d'un utilisateur. Et en fait, vous allez interroger l'utilisateur. Il va vous dire que si vous changez cette toute petite chose, ça va vous prendre 2 secondes et ça va vous permettre de gagner en expérience de dingue. Voilà pour le workflow Kirk de bout en bout et qui sera à dispo. On est à peu près dans les temps. Super, merci beaucoup Tristan et Augustin, c'était vraiment clair et plein de bons conseils d'expérience. On n'a pas beaucoup de questions encore, mais je vais repartager l'écran. Il y a une première question et peut-être que les autres questions viendront au fur et à mesure. Est-ce que c'est bon? Donc la question, c'est quoi le timing des différentes phases et surtout les 2 premières? Ok. Alors ça, c'est hyper complexe. C'est comme quand on nous demande combien coûte un projet. Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut et jusqu'où on va. Après, avec du recul, maintenant, et un peu d'expérience, on est capable de donner une moyenne quand même. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est quand même assez spécialisé en ce moment en refonte. On travaille plutôt avec des PME scale-up qui ont des projets qui sont déjà bien installés et donc qui vont demander un peu d'effort. Une phase de discovery va durer, si on fait que des tests, 2 semaines. Si on fait des tests plus interview, 1 mois en moyenne. Alors, on a l'avantage d'avoir travaillé avec nos amis d'Odaptos
nous ont fait gagner beaucoup de temps parce que nous permet de faire de la recherche à distance et avec de l'IA nous permet de faciliter l'analyse et la restitution des infos. Et sur une phase de priorisation, là, c'est assez rapide en général. C'est plutôt 1 semaine à 2 semaines. On va vraiment travailler avec les parties business et consolider en fait ce qui s'est dit en phase de discovery. Donc, je dirais qu'en 1 mois et demi, les deux premières phases sont achevées. Ouais. Yes, et puis en plus, ça dépend aussi, juste pour compléter ce que tu dis, Tristan, c'est que ça va dépendre, parce qu'en fait, sur la phase de priorisation, par exemple, on va pas forcément, ça va dépendre de la nature du projet. Bon, nous, notre co, c'est de faire les trois, hein, forcément, mais il y a des fois aussi où on a des clients qui arrivent, voilà, ils ont vraiment un peu un cahier des charges. Et donc, dans ces cas-là, on va pas forcément faire une arborescence ou une user journée systématiquement à chaque fois. Dans 95% des cas, oui. Mais donc, dans ces cas-là, en fait, on va faire juste un backlog et puis du coup, ça réduit énormément le temps parce qu'on a besoin d'en gagner en production. Donc, en fait, voilà, ça va dépendre beaucoup de la nature des produits et des projets, en fait, aussi des missions. Quoi. Ok, merci. Parfait. Alors, on a une deuxième question. Est-ce que vous bossez avec les PM, Product Manager, les PO aussi pour la phase de priorisation? Et comment ça s'organise? On bosse avec tout. Ouais, on bosse, peut-être je réponds Tristan, on bosse en fait avec tout le monde, en fait, on bosse avec toute l'équipe produit là-dessus, puisque en fait, on a besoin en fait, pour nous, c'est vraiment un livrable, hein, donc c'est-à-dire qu'on le présente à nos clients, et surtout, on a besoin de le faire valider pour avancer. Alors déjà, parce que on a besoin de savoir où on va en termes de prod pure. Et puis surtout parce que voilà, il y a des enjeux aussi, on n'a pas forcément envie qu'ils reviennent en arrière en disant en fait on avait oublié, il faut qu'on fasse tout un parcours de souscription, machin. Vous nous en avez pas parlé avant, donc on a vraiment besoin de le valider. Et donc du coup c'est avec toutes les parties prenantes, mais bien évidemment que les PO et les PM, alors il y en a pas forcément tout le temps aussi, hein, ça dépend vraiment de nos clients. Mais bien évidemment, quand il y en a un, de toute façon, c'est notre interlocuteur principal, puisque c'est lui qui a la vision sur sa propre roadmap. Et donc, oui, c'est forcément son interlocuteur principal. Mais après, sinon, ça va être un système, oui, parce que du coup, il y a comment ça s'organise, j'ai pas répondu. Après, c'est vraiment un système de review classique, hein. C'est-à-dire que nous, on va travailler dans notre coin sur les livrables à partir donc des informations, enfin des données qu'on va avoir en phase de discovery. Et après, on va le présenter donc sous forme de review. Et on va récolter des retours parce que il y a derrière, il y a des fois, il y a des besoins de modifier des choses, justement parce que ça correspond pas forcément à la roadmap produit qui est en interne, parce que il y a des choses, oui, qu'on n'avait pas forcément identifiées en phase de découverte, mais c'est une fonctionnalité qu'il faut absolument implémenter pour X ou Y raison. Du coup, on va devoir modifier les livrables de priorisation en fonction de ça. Donc, c'est vraiment un jeu d'aller-retour. Par contre, on évite d'en faire beaucoup, quoi. L'idéal, c'est vraiment un aller-retour, et puis ensuite, c'est bouclé, on passe en prod, quoi. Voilà. Très clair. C'était complet. Ouais. Il y avait une troisième question, c'était comment vous faites ou comment faites-vous en fait pour analyser tous les user interviews? Est-ce que vous avez un template ou un modèle dédié pour faire ça? Je pense qu'on a le sujet du prochain Friends of Figma, hein. Voilà, la tendance, c'est clairement parce que voilà, c'était un sujet qui nous a. On voulait vraiment parler de design aujourd'hui pour. On se disait que c'était super intéressant pour des étudiants ou des personnes qui avaient des premiers jobs, des designers qui se posaient pas mal de questions. Mais c'est vrai que elle est plus ou moins assez obvious notre méthode sur le design. Sur la discovery, c'est différent. On commence à en faire et en parler de manière sérieuse. Je parle le marché français depuis, selon moi, quelques mois, 1 an, 1 an et demi. Là où Kirk est vraiment dédié et a eu envie de faire ça depuis toujours. Mais c'était un peu compliqué en termes de culture, en fait. Et là, il se trouve qu'en fait, on a développé depuis 1 an toute une méthode, Research Ops, en fait, pour analyser, pour consolider, pour répertorier
et pour transmettre la donnée. Donc tout ça, j'en parlais un petit peu avant. Il y a 2 outils qui nous servent à ça. C'est Odaptos pour la partie run, quoi. En clair, nos interviews, nos tests, on va utiliser un outil comme ça parce que ça va nous permettre d'être à distance, de faciliter les choses. Et au moment de récupérer la donnée via l'IA, via l'interface, etc., qui aide pas mal, de tout simplement la récupérer plus rapidement. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit outil propriétaire parce qu'on avait essayé du Dovetail, on avait essayé plein de choses. Et rien ne fitait vraiment avec nos attentes en termes de répertoire de recherche. Du coup, on a créé un Notion qui plaît pas mal aux clients et qu'on pensait d'ailleurs partager dans quelques temps. Donc, Notion nous aide vraiment à, en fait, répertorier les différents participants qui ont participé à une interview ou à des tests, formaliser les différents verbatims et associer aux verbatims des insights. On arrive en fait à créer une dynamique qui est en fait une dynamique en no-code, grâce à Notion. Ça pourrait être fait avec d'autres outils, et qui nous permet vraiment de templétiser tout ça et de pouvoir vraiment avoir quelque chose de solide pour gérer toute cette partie recherche. Maverick, on va réfléchir à un truc pour septembre ou octobre, faire un truc recherche. Je pense que ça peut être cool, ouais. Pour l'instant, on le peaufine, on garde un peu de secret, on le peaufine, mais on va le faire tourner en septembre, octobre. Je pense que ça peut vraiment plaire aux researchers. Ouais. Trop cool. Il nous reste 5 minutes. Alors, une dernière question de PA. PA, tu peux poser la question directement. Est-ce que vous savez qu'il va y avoir des moments dans lesquels ça va être compliqué d'intégrer les clients, où il va y avoir des phases un peu complexes, où les échanges vont être difficiles et il va falloir mettre beaucoup de conviction pour que ça marche? Ouais. Je laisserai aussi peut-être faire une réponse à Augustin, mais en fait, je pense qu'on a tous cette expérience. Je pense qu'en tant que designer, facilitateur, que ce soit pour des ateliers ou de la création de livrables, etc., on a cette règle essentielle qui est il faut définir une core team qui ne soit pas trop grosse. 4, 5 personnes, c'est hyper important. Dès qu'on est au-delà, les échanges deviennent vraiment plus compliqués. Et puis, avoir énormément de règles en Ops, justement, pour se dire, on sait qu'à tel moment, on peut perdre un élément, à tel moment, il peut donner des avis, etc. Donc, il faut automatiser des mails, rappeler des choses en atelier. En tout cas, il faut vraiment, pour moi, créer un peu la journée Design Ops, se rappeler, en fait, à chaque fois qu'il y a un problème de communication avec des clients ou des collaborateurs, et se dire, ce moment, c'est un pain point sur la communication, il faut absolument trouver une solution et ou trouver un moyen de communiquer plus facilement. Donc après, nous, on les engage aussi. Il y a un moyen sur nos différentes phases. C'est qu'en fait, on ne passe pas à la phase suivante tant qu'on n'a pas une signature ou un écrit qui dit OK, la phase de discovery est bonne, OK, la phase de priorisation est bonne, OK, la phase de prototyping. Et en fait, ça engage tout le monde à se dire OK, est-ce que j'ai bien fait la tournée des services ou de mon pote ou de je ne sais quoi, etc. Parce que si on passe à la phase suivante, ça va être compliqué de revenir en arrière. Donc, en fait, il faut mettre, selon moi, des règles et des petits automatismes pour casser un peu cette chose-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. J'avais mis une dernière question, pas très pertinente, mais je me demandais si Kirk, ça avait quelque chose à voir avec Star Trek ou pas du tout. Il y a un storytelling de base qui est en lien, mais non, c'est plus trop d'actu. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Écoutez, il est 12h58. Je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Encore une fois, merci Tristan, merci Augustin. Franchement, c'était très, très, très pertinent. Le contenu, il est top. Les templates, c'est vraiment génial. Alors, n'hésitez surtout pas. En fait, je vous ai mis le lien, mais il est sur FigJam pour récupérer en fait le FigJam. N'hésitez pas en fait à remplir le formulaire. Une dernière chose avant de se quitter, nous on a un rendez-vous la semaine prochaine en event en présentiel, mais aussi on a le watch party en collaboration avec Figma France qui sera le 21 juin. Donc hâte de vous voir là-bas aussi en présentiel. Le mot de la fin est à vous. À nous cœur.
Oui, Non, bah, écoutez, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Moi, je suis plutôt très actif. Je partage du tips à fond, là, ça marche grave avec ma communauté en lien avec les SaaS. Donc voilà, si vous êtes passionné de design, du UX, de product design, vraiment voilà, au sens conception de l'expérience, n'hésitez pas à nous suivre. Kirk, voilà, une bande de passionnés qui aiment beaucoup discuter. Et puis si jamais vous avez des projets sur lesquels vous voulez vous faire accompagner, on est aussi dispo. Mais bon, voilà, échanger, c'est super cool. Ça, ce serait le top. Non, ouais, Ouais, bah pareil, hein, merci. Non, bah pareil, merci beaucoup. Merci PA et Hugo hein, pour le host de cet événement-là. C'est hyper cool de pouvoir partager tout ça parce que, comme tu l'as dit, Tristan, on est assez passionné donc par notre métier, donc c'est toujours un plaisir quoi. Voilà. Avec grand plaisir. n'hésitez pas si vous avez un sujet où vous voulez en fait participer, comme que Kirk, n'hésitez surtout pas à remplir en fait les post-it dans le fil. Merci beaucoup. Yes. Bonne Bah ouais, app. bah merci à vous les gars. Bonne app. Ouais, à bientôt. Salut. Encore.